Durant un effort prolongé, ton corps utilise principalement des sucres et des graisses pour alimenter ta performance. Et si tu peux entraîner ton corps à utiliser plus de graisses et moins de sucre, ta performance augmentera. Mais comment est-ce que le corps utilise plus de graisse et moins de sucre durant un effort d'endurance? Quelles adaptations engendrent ce changement de substrat énergétique? Et est-ce que le fait d'oxyder plus de graisse va forcément dire que tu vas pouvoir perdre plus de ta masse grasse? La réponse à cette dernière question te surprendra certainement. Bienvenue chez Upside Strength, je m'appelle Sean et dans cette présentation, on va essayer de mieux comprendre comment se passe le phénomène d'oxydation des graisses, comment ton corps choisit quel substrat utiliser et comment tu peux augmenter ta capacité d'oxydation des graisses afin d'améliorer tes performances d'endurance. Sans plus attendre, on y va. On se retrouve pour cette présentation brûler des graisses et la performance en endurance. Donc avant d'attaquer, on va voir le plan du jour pour cette présentation. On va commencer par quelques définitions, s'assurer qu'on parle tous la même langue. L'oxydation des graisses et les performances, quel est le lien entre ces deux facteurs? Les graisses et les sucres, comment le corps choisit entre ces deux substrats énergétiques? Et la capacité mitochondriale, un point important de cette présentation à comprendre dans le contexte de l'oxydation des graisses et des substrats en général. Et finalement, j'aborderai le point de comment brûler des graisses, comment perdre de la masse grasse. C'est un petit peu contre-intuitif. Ça semble être la même chose que l'oxydation des graisses, mais ça l'est pas. Donc voilà, reste au diapason et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment perdre de la masse grasse ou comment réduire ta masse graisseuse. On attaque sans plus attendre avec quelques définitions. D'abord, l'oxydation des graisses ou la bêta-oxydation, c'est simplement le phénomène qui survient quand les mitochondries ou quand tes cellules musculaires et autres utilisent des graisses, des lipides comme substrat énergétique pour alimenter la respiration cellulaire. Respiration cellulaire qui se déroule dans les mitochondries et donc on a deux substrats principaux qui sont utilisés, en tout cas pendant l'effort physique, les sucres et les graisses. On a bien sûr des protéines qui peuvent être utilisées également, mais on va laisser ça de côté étant donné que c'est un petit peu en dehors du contexte de l'effort physique dans lequel on se trouve ici. Donc oxydation des graisses, c'est l'utilisation de lipides comme substrat énergétique pour effectuer la respiration cellulaire, lipides qui peuvent venir de plusieurs sources différentes, des réserves de tissu adipeux, des lipides qu'on trouve en circulation, des lipides intramusculaires également, j'en parlerai un petit peu plus tard. On a la glycolyse et également la glycogénolyse. Glycolyse qui est simplement le catabolisme des sucres, donc le fait de prendre un sucre sous la forme de glucose ou de glycogène et de le décomposer avec comme produit de fin le lactate et le pyruvate. Et bien sûr, dans ce processus, la génération ou le recyclage de molécules d'ATP, ATP étant la monnaie énergétique du corps humain. La capacité mitochondriale, ce que je vais vouloir dire par là, c'est la quantité en gros de mitochondries que tu as. Dans la recherche actuelle, en général, on exprime la capacité en volume/densité. Donc le volume total de mitochondries, combien de place prend ton réseau mitochondrial, et la densité, à quel point ce volume est densifié avec des mitochondries, à savoir que c'est extrêmement intéressant. Les mitochondries, on les illustre souvent comme des petites organelles qui flottent, comme tu peux le voir sur mon écran et comme tu peux le voir derrière moi sur le mur. Également, il s'avère que dans le corps humain, dans les cellules, c'est plus un réseau que des petites organelles individuelles qui gravitent comme ça. C'est vraiment un réseau qui est à l'intérieur des fibres musculaires, qui sert de réseau de transport et qui sert également de centrale énergétique pour la respiration cellulaire et pour énormément de processus dans le corps humain. Ce qui est intéressant à dire, c'est que les mitochondries, à la base, c'est une bactérie avec laquelle on a maintenant une relation de symbiose, ce qui est extrêmement intéressant, et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. On avance un petit peu avec les définitions. Le ratio ATP-ADP. ATP, adénosine triphosphate, ADP, adénosine diphosphate. Et donc, l'ADP a perdu un P, a perdu un phosphate par rapport à l'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique du corps humain. C'est la cellule qui permet d'alimenter le travail mécanique, le travail cellulaire, de maintenir les structures, les membranes de nos différentes cellules. C'est une molécule qui est partout dans le corps. Et le ratio ATP-ADP, c'est simplement la proportion d'ADP par rapport à l'ATP qu'on va trouver dans une cellule, notamment dans le cytoplasme de la cellule. Et donc, ce ratio va être important. Et donc, c'est pour cette vidéo. Et donc, il faut comprendre ce que sont ces molécules et pourquoi elles sont présentes. Je reviendrai là-dessus avec un peu plus de détails
tout à l'heure, le fat max ou le lipomax, comme il est appelé en français parfois, ça va être la bande d'intensité où on oxyde le maximum de graisse, à savoir que c'est faux de dire qu'on oxyde que des graisses à basse intensité. Quand on est en train d'effectuer un effort physique, on utilise toujours une proportion de sucre, mais c'est bien à basse intensité qu'on va trouver la proportion la plus élevée de graisse qu'on va pouvoir oxyder sur le spectre d'intensité. Donc à haute intensité, on oxyde quasiment pas de graisse, voire pas du tout. Et à basse intensité, on va avoir une proportion de graisse élevée par rapport au reste du spectre d'intensité, mais les sucres restent un substrat énergétique important, peu importe l'intensité, mais surtout à haute intensité. Si on parle de l'importance de l'oxydation des graisses et de la performance, pourquoi est-ce qu'on souhaiterait oxyder plus de graisse? Pourquoi est-ce que l'oxydation élevée des graisses est intéressante pour nos performances sportives, surtout dans les sports d'endurance, mais également pour la récupération de manière générale? Il faut se dire que nos réserves de glucose et de glycogène, qui sont représentées ici par le petit rectangle jaune, sont beaucoup plus faibles que nos réserves de graisse dans le corps humain. Et ça, peu importe ta masse grasse, peu importe à quel point tu es sec ou pas, même pour un homme de, disons, 70 kg, 70 kg, qui serait assez sec, qui aurait très peu de tissu adipeux, on va dire, les réserves intramusculaires et d'autres réserves de lipides, de graisse, de manière générale, dans le corps sont extrêmement élevées, même pour une personne très très sèche. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on a meilleur temps d'essayer d'utiliser un maximum de graisse, surtout à basse intensité pour nos efforts de récupération, pour qu'on puisse épargner ce glycogène, garder ces réserves de sucre qui sont extrêmement limitées pour quand on en a vraiment besoin. Et ça se passe en général pour les cyclistes, par exemple, en fin de course. Le sprint à la fin, les 10 derniers kilomètres, c'est là où la course se joue, même s'ils ont déjà fait 3 heures, 4 heures, 5 heures de vélo avant. Ben, s'ils peuvent faire en sorte de maintenir un maximum de leurs réserves de glycogène dans le corps pour le moment clé de la course, là où ils vont vouloir mettre le pied au plancher, pédale au plancher et vraiment aller chercher la gagne, eh ben, on veut épargner un maximum de sucre durant l'effort. Donc ça, c'est valable en sport d'endurance surtout, mais de manière générale, pour être plus efficient et plus économe au niveau énergétique, l'oxydation des graisses nous apporte ce bénéfice au niveau d'épargner le glycogène et de nous permettre de fournir des performances de haute intensité au bon moment, là où ça compte. Un graphique que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci qui est adapté d'un papier de Inigo San Millan en 2018. Je te donnerai la référence complète en fin de présentation, bien sûr. Et ce que tu vois ici, c'est la capacité d'oxydation des graisses dans différentes démographiques. On a les cyclistes professionnels en vert, on a des personnes modérément entraînées en bleu, et on a des personnes souffrant du syndrome métabolique en rouge. Et ce que tu vois, c'est que ces différentes démographiques ont des capacités d'oxydation des graisses qui sont extrêmement différentes les unes des autres, avec des zones de fat max, si on veut les appeler comme ça, qui sont très très différentes. Le cycliste pro entre, on va dire, 200 et 250 watts, la personne modérément active entre 100 et 150 watts, la personne souffrant de syndrome métabolique avec des valeurs d'oxydation des graisses bien plus faibles et certainement une intensité où on verrait ce fat max très très basse également. Donc on voit ces différences, mais pourquoi est-ce qu'on voit ces différences? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la prochaine slide. Donc, choisir entre les sucres et les graisses. Comment est-ce que le corps choisit entre les sucres et les graisses, les lipides, pour alimenter cette respiration cellulaire, pour alimenter ce processus énergétique oxydatif? Accroche-toi, il y aura quelques concepts dont j'ai parlé dans les définitions qui vont tous s'entrecouper dans ces prochaines slides. Donc, essaye de rester avec moi, de bien comprendre. S'il faut, revisionne cette partie une deuxième fois. Je vais essayer de parler de tout ça le plus simplement possible. Mais voilà, tu seras prévenu. Mets ta ceinture et allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une représentation simplifiée d'une cellule en orange. Avec la membrane de la cellule en orange foncé. On voit également une mitochondrie ici sur la droite en gris, avec les petites portes que je vais appeler ici en rouge, qui vont nous permettre de faire le transfert de différentes molécules vers l'intérieur de la mitochondrie et à nouveau vers l'extérieur. On se trouve ici dans une personne ou un sujet au repos, une personne avec une faible capacité mitochondriale. On verra ensuite ce qui se passe durant l'effort physique et on verra ce qui se passe chez une personne avec une capacité mitochondriale élevée et la différence de processus qu'on va observer
On a en jaune l'activité glycolytique et on a également en bleu l'oxydation des graisses. Donc, on va essayer de comprendre ces différents paramètres. Et une chose qu'on voit également, c'est l'ATP et l'ADP. Donc, on a ce ratio ATP-ADP qui est haut au repos parce qu'on a pas mal d'ATP et très peu d'ADP. ADP étant le produit de fin de la décomposition ou de l'hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP, c'est simplement casser un ATP pour en faire un ADP et un P. Et on a également cette énergie qui est stockée dans les liens chimiques entre ces molécules qui va, elle, nous permettre d'alimenter les contractions musculaires, contraction-relâchement des différentes fibres musculaires. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'ADP signale, c'est une des molécules qui va signaler à l'activité glycolytique d'augmenter. C'est-à-dire que plus tu as d'ADP qui s'accumule dans la cellule, et plus ton activité glycolytique va augmenter. D'accord ? L'ADP signale et active la glycolyse, pour faire très simple. Et ce que tu vois ici, c'est que, on avait trois molécules d'ATP qui traînaient dans le cytosol de la cellule, et on a la mitochondrie qui va pouvoir recycler 2 de ces ADP, parce que la mitochondrie, entre autres, elle prend des ADP et elle les recompose en ATP via la respiration cellulaire, via les différents processus énergétiques oxydatifs. Et donc, on voit ici qu'on avait 3 ADP, 2 d'entre eux ont été recyclés par la mitochondrie, donc retransformés en ATP, et il ne reste plus qu'une petite molécule d'ADP pour signaler à la glycolyse d'être activée. Donc, on a une activité glycolytique qui est plutôt faible ici au repos, étant donné qu'on n'a pas une accumulation importante d'ADP dans la cellule. Maintenant, si on passe à l'état actif, qu'est-ce qui se passe ? On va utiliser pas mal d'énergie, requérir plus d'énergie, on va devoir du coup recycler cet ADP de manière plus conséquente. On a plus d'ADP qui s'accumule dans la cellule, mais on voit que notre mitochondrie, elle est déjà à capacité. Et elle n'a plus de porte supplémentaire, si on veut bien, pour recycler cet ADP qui s'accumule. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout cet ADP supplémentaire va signaler à la glycolyse d'augmenter. Et donc, on voit chez cette personne, même avec une activité légère, qui a une faible capacité mitochondriale, déjà avec une activité légère, on a trop, entre guillemets, d'ADP par rapport à sa capacité de recyclage au niveau de ses mitochondries, au niveau de sa capacité mitochondriale. Et donc, on a une activité de la glycolyse, une activité glycolytique plus importante qui se manifeste. Changeons de contexte. On a maintenant à nouveau au repos, mais une personne avec une haute capacité mitochondriale, illustrée ici par une plus grande mitochondrie pour faire très très simple. Donc je te le rappelle, l'ADP signale l'activation de la glycolyse et quand on passe du coup du repos à l'activité physique, on voit ici que la capacité mitochondriale de ce sujet, de cette personne, est beaucoup plus importante. Il y a une vraie réserve de capacité ici, ce qui fait que quand on a tous ces ATP qui se tournent en ADP du fait de l'hydrolyse de l'ATP, du fait du travail mécanique musculaire qui est effectué, la majorité de ces molécules d'ADP supplémentaires qui s'accumulent vont pouvoir être recyclées rapidement par le réseau mitochondrial, ce qui laisse très peu d'ADP. Et donc, le signalement, ou le signal, on va dire, qui active la glycolyse est plutôt faible. Mais il y a du travail à faire, il y a de l'ADP à recycler. Donc, les mitochondries vont utiliser le substrat énergétique qui leur est disponible. Et vu que la glycolyse n'est pas activée de manière importante et donc que ces produits de fin, le lactate, le pyruvate, ne sont pas nécessairement disponibles en grande quantité à cette intensité-là, pour cette personne-là, avec cette haute capacité mitochondriale, les mitochondries vont simplement utiliser les graisses qui sont disponibles pour pouvoir faire ce travail métabolique, pour pouvoir recycler cet ADP. Et donc, c'est comme ça que se fait le choix, entre guillemets, entre les sucres et les graisses. Plus tu as une capacité mitochondriale importante, moins tu vas du coup activer ta glycolyse pour une charge de travail donnée, et plus il restera de place, pour faire simple, à l'oxydation des graisses. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à oxyder plus de graisse. Si on l'illustre en revenant avec nos 3 démographiques du graphique de tout à l'heure, syndrome métabolique, activité modérée et cycliste professionnel, on voit une capacité mitochondriale extrêmement différente d'une population à l'autre qui se retranscrit directement sur ce graphique avec les cyclistes professionnels qui s'entraînent plus de 20 heures par semaine pour ça, qui développent une capacité mitochondriale absolument phénoménale et qui, du coup, ont une réserve
au niveau mitochondrial qui est considérable. Et donc, même avec des intensités de travail qui sont très élevées pour des personnes lambda, 200 watts, 250 watts, elles arrivent à maintenir une activation de la glycolyse qui est faible et donc une oxydation des graisses proportionnellement qui est haute. Si on parle de développement mitochondrial, comment est-ce qu'on peut développer cette capacité mitochondriale? Si on prend le spectre d'intensité ici avec les domaines d'intensité et les zones dont je parle dans ma formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, eh ben, ce qu'on va voir ici, si on prend comme référence les deux seuils, le premier seuil, que ce soit seuil lactate ou seuil ventilatoire, et le deuxième seuil, que ce soit seuil lactate, seuil ventilatoire 2, puissance ou vitesse critique, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que pour développer la capacité, le volume mitochondrial, le travail qui va être le plus utile et le plus concluant, c'est le travail de basse intensité. Le travail en dessous de ce premier seuil, donc dans un équilibre au niveau musculaire, si on veut bien, c'est-à-dire que nos muscles peuvent tolérer la charge d'effort qui doit être fournie et on n'a pas de production superflue de lactate, notamment, qui serait ensuite détectable dans le sang via une élévation de la lactatémie. C'est comme ça qu'on trouve notamment ce premier seuil. Donc, capacité mitochondriale, ça se développe dans le domaine modéré, à basse intensité. Tu pourras avoir plus d'infos là-dessus sur une présentation que je mets en lien dans les références, dans les ressources, qui parle en grand détail des différents protocoles d'entraînement qui vont avoir un impact sur le développement mitochondrial, que ce soit la capacité, la fonction, le volume, etc. etc. Donc, je t'invite à aller voir cette présentation si tu veux plus d'informations là-dessus. Si on passe à l'autre bout du spectre, dans le domaine d'intensité extrême, donc là, on parle de sprint, intervalle de sprint répété à très, très haute intensité, des intensités supramaximales. Et là, on va plutôt développer la fonction mitochondriale, donc des mitochondries qui fonctionnent mieux par unité de mitochondries, si on veut bien parler comme ça, ou par unité de poids. Et la manière dont ça se déroule, d'après ce que je comprends, c'est que avec ces sprints, pour faire simple, ces sprints supramaximaux, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui s'appelle la mitophagie, et c'est simplement la destruction volontaire ou voulue des vieilles mitochondries en faveur de nouvelles mitochondries qui vont ensuite émerger. Et il semblerait que ces nouvelles mitochondries qui émergent de ce processus de mitophagie soient plus performantes, tout simplement, que les vieilles mitochondries. Donc, avec du travail de sprint, on peut, si on veut bien, se débarrasser de nos vieilles mitochondries et en avoir des nouvelles qui fonctionnent mieux. En tout cas, c'est la compréhension que j'en ai à l'heure actuelle. Du travail de haute intensité, de type VMA, de type HIIT, de type VO2 max, peu importe le nom qu'on lui donne, va nous permettre d'augmenter les deux, la capacité ainsi que la fonction mitochondriale. Cela étant dit, on sait que le travail de HIIT, de haute intensité, de VO2 max est très coûteux au niveau nerveux, au niveau métabolique, et donc on ne peut pas en faire une quantité infinie, donc il faut faire attention avec le volume d'entraînement qu'on effectue à ces intensités, d'où l'intérêt de passer la majorité de son temps à basse intensité pour développer cette capacité mitochondriale au maximum. Et dans cette zone intermédiaire, dans ce domaine élevé entre les deux seuils, on parle là de travail de type tempo, de type de travail seuil, de travail sweet spot pour les cyclistes selon les vocabulaires utilisés. Et là, on va principalement augmenter la capacité d'utilisation du lactate par les mitochondries. Donc, le transport et l'utilisation de ce lactate comme substrat énergétique par les mitochondries qui va être augmenté, qui va être amélioré par ce type d'entraînement. Donc, voilà le spectre d'intensité et le développement mitochondrial qu'on peut effectuer. Si on parle finalement de brûler des graisses, donc ce que je veux dire par brûler des graisses ici, c'est pas l'oxydation des graisses au niveau substrat, c'est perdre ou se débarrasser de tissus adipeux, de masse grasse qu'on aurait sur le corps et dont on souhaiterait se débarrasser pour être plus sec, pour avoir moins de masse grasse simplement, et peut-être être plus défini au niveau musculaire ou simplement plus performant selon notre sport et selon les contraintes qu'il nous impose. Je pense que c'est important de vraiment comprendre que l'oxydation des graisses au niveau substrat dont j'ai parlé jusqu'à maintenant et le fait de perdre de la graisse au niveau adipeux, ce n'est pas du tout le même processus. Et c'est même contre-intuitif dans le sens où il semblerait que plus ton niveau augmente et plus ta capacité d'oxydation des graisses est importante et moins tu vas aller puiser dans tes ressources de tissus adipeux. Donc moins tu vas aller chercher tes réserves, moins tu vas aller chercher ce substrat de lipides dans tes tissus adipeux en faveur de micro-gouttelettes
de triglycérides, donc une forme de lipide qui va s'accumuler au niveau intramusculaire. Donc, quand tu observes les fibres musculaires des cyclistes professionnels, ce que tu vois, c'est comme des petites gouttes de lipides qui se forment. C'est comme des petites poches d'énergie, si tu veux bien, que l'entraînement certainement a généré en termes d'adaptation, ou plutôt que l'entraînement lui-même, c'est le fait que du coup les mitochondries et les cellules de ces athlètes soient beaucoup plus à même d'utiliser les graisses comme substrat énergétique de par leur capacité mitochondriale, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Eh ben, elles vont faire en sorte d'avoir des réserves de graisse un petit peu plus accessibles, un petit peu plus proches. Et donc, intramusculairement, ça a beaucoup plus de sens que d'aller chercher du tissu adipeux dans une autre partie du corps, d'ensuite devoir la transformer, la transporter au niveau de notre sang pour ensuite la porter aux muscles qui en a besoin. Pourquoi pas l'avoir à disposition directement à côté? Il semblerait en tout cas ce qui se passe en termes d'adaptation de ces réserves de triglycérides chez les gens très entraînés avec des capacités mitochondriales élevées. Et donc si on parle de perdre de la graisse, de réduire la quantité de masse grasse qu'on a sur le corps, là, ma prescription, elle va être complètement différente. Alors, bien sûr, l'entraînement en endurance va être important pour la performance et pour la santé, mais si on veut perdre des graisses, si on veut perdre en tissu adipeux, si on veut réduire sa masse grasse, il faut, pour faire simple, dormir plus, réduire le stress et manger moins. Dans le sens où c'est, à peu de choses près, ça va être l'équilibre calorique qui décide si le corps gagne en masse ou perd en masse. Et bien sûr, il y a des considérations hormonales là-dessus également. On peut aller plus loin dans le contexte et dans le détail, mais de manière générale, si tu veux perdre du tissu adipeux, si tu veux être plus sec, il va te falloir dormir plus. Pourquoi? Parce que l'environnement hormonal qui est généré par une quantité de sommeil et d'une qualité de sommeil élevée va être extrêmement propice au fait de non seulement gagner de la masse musculaire, mais aussi perdre des graisses. Et donc, tu veux dormir plus, tu veux dormir mieux, tu veux réduire ton stress de manière générale, personnel, professionnel, etc. Et tu veux également réduire ou essayer de te placer en déficit calorique, c'est-à-dire moins de calories qui rentrent et plus de calories qui sortent. Et la raison pour laquelle je te dis de manger moins au lieu de te dire de t'entraîner plus, c'est parce qu'en général, c'est beaucoup plus simple de manger un petit peu moins. Et c'est pas toujours très facile de s'entraîner beaucoup plus, surtout si tu es déjà stressé, si déjà tu dors pas assez. Rajouter plus d'entraînement pour essayer de créer un déficit calorique par une majoration de l'activité physique n'est certainement pas la bonne approche. Donc, si je dois le dire en une phrase, dors comme un bébé, mange comme un adulte, et ça t'aidera avec cette idée d'essayer de réduire la masse grasse que tu as sur le corps. En conclusion, si tu veux augmenter tes performances, il faut épargner le glycogène en augmentant ta capacité mitochondriale via notamment ce travail de basse intensité. Le FatMax, c'est l'intensité la plus efficiente au niveau métabolique, au niveau cellulaire, et donc c'est là où tu vas vouloir placer une grande partie de ton volume d'entraînement, non pas nécessairement juste à la transition de ta zone 2 vers la zone 3, donc ce premier seuil, que ce soit mesuré au niveau du lactate, de la ventilation ou autre, mais un petit peu en dessous pour être justement dans cette aisance au niveau cellulaire, des cellules qui peuvent facilement gérer tous les produits dérivés de la glycolyse et préférentiellement oxyder des graisses, comme on l'a vu au long de cette vidéo, au cours de cette vidéo. Et finalement, si tu veux réduire ta masse grasse, augmente ton sommeil, réduis ton stress et réduis tes calories également. Pour les ressources, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent creuser un petit peu ces sujets, je vous mets 3 ressources très très intéressantes ici. La première, le papier, l'étude de Inigo San Milan, qui est extrêmement enrichissante. Deuxième ressource, c'est une thèse qui a été écrite par Kendall A. Shores sur l'adaptation métabolique à l'entraînement en endurance et l'augmentation de l'oxydation des graisses. Et finalement, David Bishop qui a effectué cette présentation dont j'ai parlé plus tôt sur la prescription d'entraînement et l'augmentation, la maximisation des améliorations en fonction et en contenu mitochondrial
disponible sur YouTube. Je te mets le lien dans la description. Bien sûr, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, laisse-moi un like. N'oublie pas de me laisser un commentaire. YouTube aime bien les commentaires et moi aussi, je me ferai un plaisir de te répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!